Début 2016, le porte-avions Charles de Gaulle est en mer depuis déjà quelques mois. On a appareillé juste après les attentats du Bataclan et je suis actuellement, avec un équipier, quelque part au-dessus de l'Irak aux commandes d'un Rafale Marine. On ne part jamais seul au combat. L'individualité n'a pas sa place, que ce soit au sol, sur le champ de bataille, ou dans les airs, même si on est à plus de 5 km des affrontements. Il y a environ 5 heures, on a été catapulté du Charles de Gaulle, passant de 0 km/h à plus de 250 km/h en 75 mètres. Depuis, on a effectué plus de 3 ravitaillements en vol, récupérant l'équivalent d'une centaine de pleins de carburant pour votre voiture en seulement une dizaine de minutes. On est actuellement à 4700 mètres au-dessus du nord de l'Irak, et il y a quelques minutes, on nous a demandé de traiter un mortier qui tirait sur des troupes alliées. Je profite d'une légère réduction de la charge de travail dans le cockpit pour me remémorer les actions de ma patrouille lors de cette attaque. Ça me sera utile lorsqu'on sera de retour sur le porte-avions et qu'il faudra débriefer nos actions. Donc débriefer. Pour prendre un jeune bachelier et en faire un pilote de chasse apte à aller au combat en moins de 5 ans, il n'y a pas de recette miracle, il faut le former. Et la manière de le former, chez nous, eh bien, c'est de le débriefer. Soyez persuadés qu'il n'y aurait ni aviation navale, ni appontage, ni opération et suprématie aérienne si on n'effectuait pas ces débriefings. Mais qu'est-ce que c'est qu'un débriefing? Un débriefing, c'est une recherche après l'action pour essayer de se remémorer toutes les choses qu'on a faites et identifier des points perfectibles de manière à s'améliorer d'un vol sur l'autre. C'est un processus qu'on répète jour après jour, mois après mois, après année. J'ai effectué en 13 ans plus de 3000 débriefings. 3000. Certains ont duré 10 minutes, d'autres une demi-heure. Après chaque mission de combat, on débrief. Après chaque mission d'entraînement, on débrief. Et l'objectif, c'est donc se remémorer ce qui s'est passé, identifier le résultat de manière quantifiable, on essaie de travailler en pourcentage, analyser comment on en est arrivé là, identifier les erreurs qui ont été faites, essayer de trouver des parades pour ne plus les reproduire, et ensuite identifier ce qu'on appelle des lessons learned. Les lessons learned, c'est des enseignements qui sont tellement importants qu'il faut s'en rappeler après la mission, mais qui méritent également d'être partagés avec le reste de la communauté. Des fois, ces lessons learned vont nous faire changer les procédures ou notre manière de fonctionner. On part d'un postulat de base extrêmement simple dans l'aviation. On ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes, donc il est indispensable de communiquer au sein de l'équipe. Au sein de la patrouille, il nous reste 7 bombes de 250 kg, 250 obus de 30 mm qui font 450 grammes chacun, et également plusieurs missiles RR. On est à l'écoute de 3 fréquences radio différentes en même temps. Une avec le contrôle aérien, une avec les troupes au sol, et une qu'on appelle l'interpatrouille, entre leader et équipier. On s'apprête à remettre cap vers le sud pour rejoindre le porte-avions, lorsqu'à ce moment-là, on nous appelle sur la fréquence numéro 2, celle avec les troupes au sol. Des Marines américains sont en train de se faire tirer dessus, c'est une embuscade, il y a plusieurs snipers qui les prennent à partie, ils ont besoin d'appui aérien immédiat. C'est ma patrouille la plus proche, on a environ 150 km, tout de suite, on met cap dessus, on accélère, il faut aller les aider. À ce moment-là, le stress est à son maximum, la charge de travail est également à son maximum. Il faut refaire tous les calculs pétrole, trouver un nouvel avion ravitailleur et également prévenir le porte-avions qu'on ne sera pas là à l'heure prévue, mais qu'on va avoir du retard et être apte à quantifier ce retard pour les aider à s'organiser et se réorienter pour la suite des activités aériennes. Il faut également que j'explique à mon équipier l'idée de manœuvre, de manière à ce qu'on puisse travailler avec la meilleure synergie possible et être le plus efficace possible. Rapidement, on passe en fréquence avec les troupes au sol. La nuit est en train de tomber, les conditions sont très difficiles et la zone à couvrir est extrêmement vaste. Après quelques minutes, on arrive à localiser un sniper et un observateur. On se présente pour une première passe de tir, but. Quelques minutes plus tard, on arrive à identifier un deuxième sniper, on le traite également. Les Marines reprennent leur avancée. La mission est accomplie de notre côté, on part et on va récupérer un avion ravitailleur qui va nous accompagner jusqu'au golfe Persique. Pour rejoindre le dernier avion ravitailleur, on le rallie, c'est-à-dire qu'on vient se mettre en patrouille serrée à quelques mètres de lui de nuit, de manière à pouvoir voler proche de lui. C'est ce qu'on appelle le vol en formation.
Quand on apprend le vol en formation, nos instructeurs nous communiquent deux choses primordiales. La première, c'est la méthode. Il faut être au bon étagement, au bon retrait et au bon écartement pour pouvoir tenir sa position de jour comme de nuit, les ailes à plat ou même sur le dos. La deuxième chose, c'est qu'il faut être très souple au niveau de la main parce que le pilotage se fait via la main droite. Et le seul moyen d'éliminer ces tensions sans être abrupt aux commandes, eh bien, c'est d'évacuer toute cette tension en bougeant les doigts de pied. Donc dans l'avion, là, on ne voit pas, mais on est en train de bouger les doigts de pied, et ça permet de se détendre. Et c'est très efficace, croyez-moi. Pourquoi est-ce que je vous parle du vol en formation? Parce que si on n'est pas déjà au bon étagement, puis au bon retrait, puis au bon écartement, ça ne marche pas. Et cette philosophie de séquençage, eh ben, on l'applique dans d'autres domaines. Quand vous partez faire un vol de 7 heures au-dessus de l'Irak, vous découpez cette mission mentalement. Vous avez la préparation de mission, la réflexion sur les canons conformes, vous avez le briefing, l'habillement, la mise en route, le roulage, le catapultage, le transit aller, le premier ravitaillement, le deuxième ravitaillement. Ensuite, vous avez la partie sur zone, peut-être les frappes à l'armement laser, les frappes à l'armement guidé GPS, le transit retour, le ravitaillement de nuit, l'appontage et le débriefing. Vous avez tout découpé en une multitude de petites tâches. C'est exactement pareil que si demain vous allez courir un marathon et que vous dites « Je vais commencer mon marathon par un semi-marathon de 21 km que j'ai déjà fait plein de fois à l'entraînement. Une fois que j'ai fini ça, j'enchaîne sur un 10 km, puis sur un 7 km, puis sur une petite course de 3 km et je finis par le kilomètre final. Facile. » Mentalement, c'est beaucoup plus simple à visualiser et vous irez de petite victoire en petite victoire. C'est comme si vous montez des marches vers le sommet de la colline plutôt que vous retrouvez en bas de la falaise et regardez ça d'un coup en vous disant c'est impossible, ça ne passera pas. Donc nous, ça fait 7 heures qu'on est dans l'avion. Alors imaginez un Paris-New York, assis sur votre siège en classe éco dans l'avion de ligne, sans avoir le droit de retirer votre ceinture avec un gros casque sur la tête. Donc, moi, depuis que j'ai fait la guerre en Irak, je trouve le confort de l'aviation de ligne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il va falloir rejoindre le porte-avions. La charge de travail est assez faible durant cette dernière heure de transit. Et là, le piège, c'est l'hypovigilance. Il faut se rappeler pourquoi on est là et la mission n'est pas terminée. La mission ne sera finie qu'une fois qu'on aura apponté avec nos deux aéronefs, qu'on les aura rendus aux mécaniciens et qu'on aura débriefé la mission. On a un dicton dans l'aviation de chasse, c'est « lose sight, lose the fight ». Si en combat aérien, vous perdez le visuel de votre adversaire, il va vous tuer. Action, réaction. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que si vous perdez votre objectif de vue, vous n'allez pas pouvoir réussir la mission. Donc il est indispensable de constamment se demander « est-ce que je suis aligné à mon objectif ?» Ou plutôt, quel est mon objectif ou quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme. Or, ce questionnement nécessite une prise de recul. Il y a une grande compagnie nord-américaine qui a demandé à ses commandants de bord, durant plusieurs années, qu'en cas de panne, si ça ne nécessitait pas une réaction immédiate de leur part, eh bien qu'ils reculent physiquement leur siège, de manière à pouvoir avoir un vrai recul à la fois physique et psychologique, mieux analyser les événements et mieux hiérarchiser les priorités. On se prépare donc à l'appontage de nuit. On va arriver avec un avion qui fait à peu près la masse d'un bus et l'inertie d'un bus qui se déplace en 3 dimensions à 75 mètres par seconde. Et on va essayer d'accrocher un des 3 brins d'arrêt. Donc c'est à peu près comme viser le filet d'un terrain de tennis, de nuit, en haute mer, et il y a tout qui bouge. Et votre terrain de tennis se déplace à 35 à 40 km/h. Donc nous on dit que ce n'est pas un sport de masse, et je vous arrête tout de suite, il n'y a pas d'appontage automatique dans l'aéronaval. Par contre, on a une prime de risque. Donc on apponte, poser pas casser, c'est l'expression consacrée. Derrière, on débrief, et une fois qu'on a fini le débriefing de l'équipage, eh bien, on va faire une réunion avec tous les officiers du bord et on va discuter de nos lessons learned. Qu'est-ce que cette mission nous a appris et en quoi est-ce que ça peut leur être bénéfique? On a eu de la chance ce jour-là parce que la mission s'est bien passée, mais en aéronautique, comme dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours le cas. Le 29 décembre 1972, le vol Eastern Airlines 401 devait relier New York à Miami avec un avion Lockheed. L'équipage était très confirmé. Il y avait un commandant de bord, un copilote, un mécanicien navigant et même un technicien de la compagnie dans le cockpit.
Alors qu'ils étaient en approche sur Miami, au moment de sortir le train d'atterrissage, une des lampes ne s'est pas allumée comme elle devrait. Ils ont donc décidé d'aller se mettre en attente au-dessus des marais des Everglades, qui sont très sombres. Il était presque minuit, et ils se sont mis à 600 mètres d'altitude. Ils se sont rendus compte qu'en fait, une ampoule était cassée, donc le copilote a essayé de démonter l'ampoule pour pouvoir procéder au changement. Il n'y arrivait pas, le commandant de bord a essayé de l'aider, le mécanicien navigant également. Tout le monde était occupé et accaparé par ce changement d'ampoule qui était en fait plus difficile qu'il n'en avait l'air. Sans faire exprès, le commandant de bord a touché le manche, ce qui a désactivé le pilote automatique et ce qui a mis l'avion de ligne dans une légère descente. L'alarme a sonné, mais personne ne l'a entendu. Le contrôle aérien s'en est rendu compte, leur a demandé si tout allait bien à bord. Réponse de l'équipage, tout est OK, on sera bientôt prêt pour l'approche. 20 secondes après ça, le copilote s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Trop tard, 8 secondes après, ils ont impacté les marais. Sur les 176 personnes à bord, 100 n'ont pas survécu au crash. L'avion était tout neuf, ils étaient 4 dans le cockpit, et l'avion était en parfait état. Seule une ampoule à moins d'$1 était défectueuse. Ils étaient tous tellement omnibilés par cette tâche simple qu'ils en ont oublié leur objectif à long terme, qui était d'amener l'avion et les passagers en toute sécurité à Miami. Lose sight, lose the fight. Dans l'aviation, on appelle ça la tunnelisation. Alors pourquoi ce terme de tunnelisation? Parce que les symptômes qu'on ressent, c'est un peu comme si on était prisonnier d'un long tunnel, très long et très étroit. Et notre cerveau reptilien nous fait croire que l'unique sortie se trouve tout au bout et qu'il faut y aller le plus vite possible. On a également des soucis auditifs quand on est dans ce tunnel. Le son ne se propage pas de manière normale et on perd beaucoup de notre vision périphérique. Ça devient extrêmement dur d'analyser notre environnement. Tout autour a l'air sombre et étroit. On perd notre capacité de prise de recul et notre charge de travail est complètement saturée, mais on n'en a pas conscience, c'est insidieux, donc on ne sait même pas qu'on devrait demander de l'aide. Dans l'aviation de chasse, sur monoplace, quand la charge de travail devient énorme, on a une méthode très simple et très efficace pour lutter contre la tunnelisation. On va séquencer nos tâches, on va débriefer de manière rapide et régulière, et on va s'assurer de notre parfait alignement aux objectifs à court, moyen et long terme. J'ai récemment quitté le monde de l'aviation de chasse pour l'entrepreneuriat et le consulting. Je me suis forcément demandé en quoi ma première carrière pouvait m'être utile pour la suite. Et je me suis rendu compte que de nombreuses technologies utilisées dans l'armée étaient désormais utilisées dans le monde civil. La nourriture sous conserve nous vient de l'armée napoléonienne. Le GPS qu'on utilise tous, c'est depuis 1996 utile aux civils grâce à Bill Clinton. Les montres qu'on a tous au poignet, ça a également été inventé pour les militaires et maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Mais réduire les méthodes militaires à de la technologie, je trouvais ça pas honnête. Parce qu'en fait, une unité de chasse au combat repose plus sur la somme des individualités que sur sa technologie. Chaque marin est aligné vers l'objectif final, qui est la réussite de la mission. Et chaque marin utilise les mêmes méthodes et est soumis aux mêmes risques. Et ces méthodes sont transférables dans le monde civil. Donc voyez l'aviation embarquée non pas comme un vecteur de puissance militaire et politique, mais plutôt comme une organisation complexe qui a recours à des méthodes qui ont été prouvées au combat et qui peuvent vous être utiles, que ce soit de manière privée ou professionnelle. Si vous avez des soucis de couple, si vous avez des soucis d'argent, si vous voulez reprendre les études, si vous avez votre enfant de 5 ans qui, d'un coup, au milieu du supermarché, se met à vous faire une énorme crise, j'ai connu ça, eh bien, les moyens pour tunneliser, en fait, sont présents au quotidien. Donc, que ça soit seul, en couple ou en équipe, rappelez-vous ceci. Rappelez-vous ceci. On est tous aux commandes de notre propre monoplace. Et sans vous, il n'y a pas de commandant de bord. Donc, n'allez pas au crash. Séquencez vos tâches, débriefez, restez alignés à vos objectifs et tout se passera bien. Merci.